Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui, un vlog qui tourne autour de comment s'adapter à son partenaire quand on participe à un IROX. Ce week-end, première participation pour Nico et moi ensemble, première participation pour chacun en duo pro-homme. Donc, comme on a déjà participé avec d'autres partenaires dans différentes catégories, on s'est dit que ce serait une super idée de faire un vlog sur comment adapter sa stratégie en fonction de la personne avec qui on est. Go! Donc, Nico, à combien de d'Irox tu as participé? Du coup, c'était mon troisième. Troisième, ok. Alors, le fait que cette fois-ci on soit en pro, le fait que cette fois-ci tu sois avec moi et que moi, cette fois-ci, je m'entraîne un peu, qu'est-ce que tu as senti comme changement par rapport à tes participations d'avant? Ouais, vraiment gros changement. J'en ai fait trois complètement différents. C'est pour ça qu'on fait la vidéo, pour vous donner des tips à chaque fois, suivant ce que vous allez faire et suivant ce que vous préparez. Mais déjà la préparation. Parce Ouais. qu'en fait, les deux autres aérocs, j'étais pas trop préparé. Le premier que j'ai fait avec ma chérie sur la course à pied, forcément, j'étais un peu plus à l'aise. Le deuxième, j'ai remplacé en fait au dernier moment, donc j'étais pas spécifiquement entraîné. Là, on s'est préparé en course à pied, donc déjà rien que ça change absolument tout. Et on avait un objectif de temps, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et pour l'objectif de temps, on savait qu'il fallait quand même courir. Donc c'était surtout ça la grosse différence. Parce qu'au niveau des charges, étant donné qu'on est tous les deux plutôt entraînés en force de manière générale et de par l'aspect crossfit et tout, les charges, elles ne nous ont pas posé problème. Ouais, je suis d'accord. Moi, ma première participation, donc, c'était avec Karine. Donc, même si elle est très athlétique, j'ai jamais fait de préparation particulière. Le seul truc que je faisais, c'était peut-être 3-4 semaines avant. Je me remettais un petit peu de volume en run, histoire d'être sûr que sur 8 bornes, comme moi j'ai un genou qui est un peu fragile quand ça fait longtemps que j'ai pas couru, je faisais en sorte d'être sûr que mon genou tienne. Mais j'avais pas de préparation vraiment spécifique sur le sujet. D'ailleurs, je m'étais tellement pas préparé du tout que celui qu'on a fait à Grand Palais, je suis ressorti, j'étais vraiment pas bien. Ouais. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on a un niveau athlétique assez avancé, on va dire, sans être professionnel, et qu'on participe en team mixte, ce qui va se passer, c'est que à moins que votre partenaire soit un avion de chasse en course à pied, et il y a des femmes qui courent vraiment vite, nous on savait que on avait un niveau de course à pied qui était plus élevé que nos partenaires féminines. Donc, on n'allait pas gagner du temps spécialement, nous, en se butant à se faire une préparation running des enfers. Par contre, on allait jouer notre rôle, je pense, tu confirmeras, sur les ateliers, où là, on en faisait quand même vraiment beaucoup plus. Et donc, ces courses-là, moi, je les ai appréhendées de la manière suivante. En gros, je savais que j'allais pouvoir récupérer sur le running pour suivre le pacing de ma partenaire. Donc, mon rôle, c'était de complètement me pulvériser sur les ateliers. Là, en l'occurrence, avec Nico, ça a été complètement différent parce que je pense que sur l'ensemble des ateliers, on était parti sur une stratégie où de base, on devait répartir de manière à peu près équitable. Et par contre, Nico court mieux que moi. Donc moi, je me suis pris sérieusement à courir dans le courant de l'été avec deux, voire parfois trois, mais en général beaucoup plus, deux sorties semaine. Et même de moyenne, deux sorties semaine, parce qu'avec les événements et la vie, parce que je répète, je ne suis pas sportif professionnel, je m'entraîne pour inspirer ma communauté et mes clients. Donc il y a quand même eu aussi beaucoup de semaines où j'ai couru une seule fois, ce qui est largement suffisant, hein. Une fois qu'on le fait sérieusement et qu'on a un vrai plan d'action, ça fonctionne. Mais voilà, majorité du temps, 2 footings par semaine, parfois 3 quand la vie le permettait, parfois 1 quand la vie le permettait pas. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, je savais que ça allait pas du tout être le même jambon et j'allais pas être dans le rôle de celui qui attend sa partenaire, j'allais être dans le rôle de celui qui veut pas freiner son partenaire. Donc stratégiquement, des choses très différentes. Après, Nico, par exemple, là on va aborder le sujet des ateliers, c'est quelqu'un qui a des habiletés, par exemple de pliométrie, où il m'a dit d'entrée de jeu, moi les burpees c'est mon affaire. Je pense que tu l'as prouvé. Ouais. Il n'y avait pas trop de doute. Ouais, le mec a claqué, donc c'était 2 fois 40 mètres. 2 fois 40 mètres. C'était 2 allées 40 mètres. Il a claqué ça, le premier aller tout seul.
Après, il m'a dit, vas-y, fais-en un peu quand même. Donc, j'ai fait une demi-longueur. Puis, il a terminé à demi-longueur. Donc, moi, c'était génial parce que je crois c'est le 5e ou 6e exercice. Non, 4e. Quatrième exercice. Ouais, donc moi, ça m'a fait une récup de malade. Dans plein milieu de l'Irox, j'ai pu beaucoup récupérer. Donc j'ai été refait. Pareil, hein, sur les lunges, il est très solide. Donc, on a joué là-dessus. Et c'est vrai qu'on a un peu bilanté nos forces, nos faiblesses. En fait, quand vous préparez un Aerox, l'Aerox, c'est de la course à pied. À part si vous le faites en solo, l'ampleur que prend les ateliers, ça n'a rien à voir. Et là, pour le coup, je ne peux pas trop parler, j'en ai jamais fait. Mais bon, on comprend vite l'idée. Mais si vous le faites en duo, comme beaucoup de personnes, il faut comprendre que c'est de la course à pied. Et dans laquelle vous avez des ateliers. Mais c'est beaucoup, beaucoup de course à pied. Et du coup, la première chose à définir, c'est qui court le mieux. Et forcément, si vous êtes en mixte, pour l'énorme majorité des gens, souvent, c'est les hommes qui courent le mieux. Et donc, la stratégie, ça va être souvent de commencer et de terminer à l'atelier pour que la personne qui court le moins bien puisse récupérer avant et après le run. Et en fait, même avec des petits écarts, parce que je courais un peu mieux, mais ça joue vraiment pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, sur la course, il fait une belle différence au final. Et donc, c'est là où la personne qui se sent mieux, elle doit prendre le lead sur les ateliers. Et vous devez, je pense que c'est un gros point faible dans certaines équipes, communiquer. Ouais, bien sûr. Parce qu'on est sorti du sled push. Il n'était pas, enfin, on va vous expliquer un peu plus je pense qu'on va faire chaque atelier. Ouais, bien sûr. Mais il n'était pas super bien. Je lui ai dit, accroche-toi pour le sled pull. Après les burpees, j'assumerai. Pareil, quand on est sorti des farmer carry, tu voulais que j'en prenne un peu plus au farmer carry. Je t'ai dit non, accroche-toi, parce que ça va vite et j'en prendrai plus de fente. Donc, faut communiquer, faut gérer par rapport à ça. Et à partir du moment où vous définissez qui est le meilleur en course à pied, vous pouvez mieux gérer les ateliers et surtout adapter les transitions. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'avais la montre qui me donnait mon tempo et c'est pareil. Je savais exactement l'allure que je visais. Moi, c'était 4,45 au kilomètre. J'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ah, moi, je ne peux pas utiliser ma montre parce que tu comprends, elle ne détecte pas dans l'enceinte. » Alors, je vous donne une stratégie. Vous déclenchez votre épreuve de course à pied avec le GPS pendant l'échauffement. Et en fait, pendant tout le temps de la zone des chauds, votre montre va chercher le GPS, ce qui fait que derrière, vous relancez une activité juste au moment de partir et vous aurez de grandes facilités pour que votre montre trouve le GPS. Donc moi, j'avais mon timer tout le long, je visais 4,45 et donc là aussi, on communiquait beaucoup puisque lui, étant un peu emporté par les encouragements, les gens de la fast line qui vont plus vite. Ah oui, parce que moi, j'ai jamais couru avec montre. Voilà, des fois, lui, il courait un peu plus vite et je lui disais « Gros, tranquille ». Je sais exactement comment gérer. L'autre point, c'est que dernièrement, et c'est important, parce que alors, ceux qui ne m'aiment pas vont dire que je trouve une excuse. Pas du tout, pas du tout. C'est un fait, ce que j'appelle moi un fait de match. Il y a des choses qu'on peut contrôler, pas contrôler. Vous savez qu'il y a 15 jours maintenant, on a tenté de brûler notre salle. Donc, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de fatigue, beaucoup de charge mentale. Le concept est simple, c'est que quand on est très fatigué comme ça, on a moins de capacité à aller dans le lactique. Stress is training, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, je vous intéresse à aller voir. Donc moi, mon objectif, c'était clairement d'absolument pas me cramer. Je savais que je pouvais tenir un gros pacing par rapport à d'habitude. Il fallait juste que je reste constant. Donc par exemple, lui, sachant qu'il ne serait pas au maximum de ses capacités de course à pied, il a décidé sur le ski erg et sur le rameur d'aller beaucoup plus fort que moi. Alors que moi, le seul objectif que j'avais, c'était d'absolument pas me cramer. Donc j'ai fait mon ski erg dans le seul objectif de garder, je m'étais fixé 160, 165 pulses. Donc j'ai fait mon ski erg pour rester dans mes pulsations. J'ai fait exactement la même chose au rameur. Et en fait, ça a payé parce que j'ai fini cette épreuve. Alors zone 2, ce serait vraiment mentir, d'accord ? Mais je suis vraiment pas passé en lactique de toute l'épreuve. Et c'était super bien, puisqu'en fait, je ne savais pas, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le terme de premier Irox Pro en duo homme, parce qu'on ne sait pas quand on fait sa première épreuve, et je suis sûr que les gens qui vont regarder cette vidéo et qui ont fait leur première Irox, que ce soit ce week-end ou à un autre moment, vous vous êtes rendu compte de choses auxquelles vous ne vous attendiez pas forcément. Donc moi, je ne savais pas à quelle hauteur j'allais pouvoir encaisser le lactique, je ne savais pas trop mon état de forme, je savais juste que sur l'endurance, aérobie et le running, j'étais prêt. C'était le seul truc que je maîtrisais. Parce que, du coup, vous aurez vu le vlog qui sera sorti juste avant sur l'Aerox. Et comme vous pouvez le voir, certes, j'en ai pris un peu plus, mais à la fin,
je suis bien plus esquinté que lui. À la fin, moi, je suis vraiment esquinté, d'où mes wall balls tectoniques pour ceux qu'on pu voir sur les réseaux du coup. D'ailleurs, donnez à Nico la visibilité qu'il mérite sur ses wall balls tectoniques. Rendez-vous sur Instagram, vous partagez le réel. Du coup, ouais. Voilà. Donc on va les faire atelier par atelier, comme ça chacun d'entre nous va expliquer son ressenti. Donc en fait, on part, on court. Moi, je me mets à mon rythme de 4,45 et on rentre au ski erg. Au ski erg, c'est moi qui commence, c'est ça? Ouais, la stratégie, parce que souvent, si vous êtes à un niveau quasi similaire, le truc classique, c'est 250 mètres chacun. Celui qui court un peu mieux, il finit. Comme ça, il repart directement courir. Et si vous êtes en mix, par exemple, pour donner des tips un peu à tout le monde, Bien sûr. Je ne sais pas ce que tu avais fait avec Karine, mais moi, ce que j'avais 3. fait avec 3, Charlotte. la fille commence. Moi, je commence. La fille fait la partie du milieu et moi, je termine. Exactement, on avait fait comme ça. En gros, c'est du 330 chacun. Et le meilleur coureur, il commence et il termine. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant à travailler comme ça. Ouais. Donc, je commence mes 250 mètres de ski. Les gens doivent se dire, attends, on l'encourage, il n'accélère pas. Non, pas du tout. La course a commencé depuis 4 minutes. Hors de question que j'accélère. Ensuite, toi, tu arrives. Ouais, en fait, la priorité pour Guillaume, c'était de tenir son pace. Donc forcément, je crois que tu ramais à ce qu'il y a eu. Une 47, une 52, pas plus. Et moi, du coup, j'arrive, ouais, j'avais vraiment le premier run, il n'aurait pas été là, je pense que je serais parti comme un mongol avec tous les autres, la classique. Et du coup, je suis arrivé sur ce ski-là, j'avais vraiment du jus, donc j'ai point jusqu'à une 35. Pour moi, c'est assez conséquent. Deuxième, il a fait la même chose. Tout pareil, une 47, une 52. Et mon deuxième passage, par contre, j'ai ralenti à une 40 parce que derrière, j'allais courir. Voilà. Tout simplement. Là, on part courir et on arrive au push. Déjà, juste pour le dumper au ski, ouais. Grosse erreur, ne mettez pas le dumper trop haut. Franchement, je crois que j'avais vu en plus un réel d'Alan Kao par rapport à ça, qui est quand même plutôt costaud en Aerox, si vous connaissez. Je crois qu'il le met à 3 le dumper. Donc quand je vois des girls qui mettent le ski erg à 6, c'est une perte d'énergie énorme. Allez-y plutôt en fréquence. Vos bras ne sont pas très utiles dans l'Aerox, donc moi je sais que j'utilisais pas mal de vitesse au niveau des bras dans la phase finale du mouvement. Donc c'est ce que je peux vous conseiller en tout cas au niveau du ski erg. Derrière, on part courir, on arrive au push. Et alors là, il m'arrive un événement improbable. Je commence à pousser le sled et j'ai analysé en fait depuis, parce que sûrement, j'ai pas compris. En fait, en poussant le sled, je pense que mon pied a glissé vers l'arrière, dû à la moquette où j'avais pas l'habitude. Et en fait, ça a eu pour effet que j'ai forcé la flexion très très fort de la cheville. Et en fait, j'ai cette partie-là, donc le tibial antérieur, là, genre l'ancien jambier, qui s'est tétanisé, c'est mort. Donc je commence à pousser le sled. Je sens que là, alors c'est pas une crampe, mais c'est une congestion monstrueuse, une espèce d'énorme contracture. Je commence à pousser et là je dis ok, on se redéploie tout de suite. Ça c'est vraiment un truc issu du CrossFit. Il y a un peu du tactique, c'est que quand le plan A merde, on passe pas 4 heures à réfléchir. Tout de suite, tiens, vas-y, prends le relais. Donc lui, un peu surpris, il dit attends, le mec il vient de faire 5 mètres, et t'es censé faire la moitié de la longueur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il prend le relais. Puis je vois que ça commence à se relâcher un peu. Donc là, on commence à faire des moitiés. Et au bout donc il y avait 4 longueurs à faire, 2 allers-retours. Et à partir des deux dernières longueurs, je lui dis bon mec, là ce qu'on va faire, parce que je voulais pas non plus qu'il explose. Je lui dis on va couper en 4. Donc lui, il faisait un quart, moi je faisais un quart, un quart, un quart. En fait, en faisant ça, j'ai regardé à côté de nous, on perdait pas du tout de temps, mais par contre, on rentrait dans une fatigue qui était moins importante, courte série contre récup, ça aussi c'est quelque chose qui est très issu du CrossFit, et on est reparti, ça a été. Sauf que moi, à partir de ce moment-là, mon jambier s'est plus jamais relâché. J'ai des gens qui ont vu des vidéos où il est en train de ramer, et moi je suis à genoux par terre en train d'essayer de m'étirer, de rebondir. Les gens me disent mais qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as crampé et tout. Alors, en fait, c'est un muscle qui est tellement bizarre, ce truc-là, c'est un peu l'équivalent de vos avant-bras au niveau du tibia. J'ai essayé par tous les moyens en fait, de me mettre à genoux en extension de cheville, mais ça ne s'est jamais relâché. Et vous verrez qu'à un moment, ça a posé problème à un autre atelier auquel on ne pense pas du tout. Donc pour le push, la strat, souvent, si vous avez une force à peu près équivalente, même si je suis mieux au run, il est quand même un peu plus fort que moi, donc c'était de faire des 6 mètres chacun, en gros des demi-longueurs chacun. C'est assez pratique. Donc ouais, quand il s'arrête à 3 mètres, 4 mètres la première longueur, je suis ça va être compliqué cette affaire. Ok, ça va être. Mais au final, ça a été. Et sinon, coupe en 4, en fait, c'est de l'adaptation en cours de route. C'est pour ça que je vous parle de communication au début. Vous devez communiquer. Et pareil, si vous êtes quelqu'un, encore une fois, en mixte, si vous courez mieux et si vous n'êtes pas full run et que vous êtes aussi un peu plus fort, dans ce cas-là, la bonne stratégie que j'avais fait une longueur entière
Les 2 longueurs d'après, on avait divisé tout en 2, comme là, et j'ai refait la dernière longueur. Ah, idem. Parce qu'en open, quand vous avez un peu de force, Ouais, encore ouais, une fois, c'est propre à vole chacun, mais vraiment. ça, c'est pas trop compliqué. Et encore une fois, même si vous êtes esquinté au niveau des cuisses, dites-vous que vous, votre récup, c'est au niveau du run. Si vous voulez optimiser le temps. Après, si vous voulez tout diviser en 2 pour le plaisir, pas de problème, mais il faut savoir qu'à la fin, il y en aura une qui sera à 190 de pulse et l'autre qui sera en zone 2, quoi. Donc de là, reparcourir, j'essaie de relâcher ma cheville comme je peux pendant que je cours, j'arrive à garder mon pacing. Là, c'est un petit moment de doute, hein. Je me dis, ouais, si là, mon jambier reste comme ça va être compliqué. On arrive au pool, je me tanque bien, donc là, la priorité, c'était pas de prendre de pénalité, parce qu'on nous a bien dit dans la zone de départ, si vous touchez la ligne devant ou la ligne de derrière, pénalité directe. Donc moi, je me dis, bon, ça sert à rien pour gagner 5 secondes que je me prenne une pénalité, donc je prends tout mon temps pour me placer, je tire, etc. etc. Pareil, hein, j'essaie de tanker mon pied, mais j'ai toujours mon jambier qui est crispé, là, je comprends pas ce qui se passe. Mais franchement, ça se passe super bien. Nico, il est full gaz, donc il fait la même chose que moi, mais en 10 fois plus rapide. Après, au sled pull, celui qui tire la corde au début, c'est plus dur pour lui. C'était plus dur pour toi. Parce que la corde est plus tendue, c'est plus élastique. Si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais fait le vrai Aerox, la corde là-bas, elle est un peu plus élastique, donc il faut bien la tendre avant de commencer à tirer. Sinon, vous finissez sur les fesses comme beaucoup qui se reconnaîtront. Et ouais, ne touchez pas la ligne devant ou derrière. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut vous coûter pas mal de temps de sanctions, de pénalités. Surtout que les juges sont assez cléments en catégorie open. Ouais. Vraiment pas du tout clément en catégorie pro. Moi, je l'ai vu avec mes clients qui l'ont fait en pro. Donc bien. voilà, l'objectif. Ah, mais c'est pas du tout une critique. Ça, hein. je trouve ça Donc bien, l'objectif est clairement pas d'aller prendre une pénalité à la con. Donc là, moi, comme je sais que des fois, je peux être un peu gauche et que je suis en pleine activité, je prends bien le temps de me placer, je fais le taf. Mon pied se relâche pas du tout. Et puis on repart courir. Voilà. Et du coup, pour faire le tips un peu, si vous êtes plus fort que votre partenaire, là, vous devez commencer. Et en gros, ce que vous conseillez de faire, c'est en fonction de comment vous êtes, vous faites les 2 tiers de la longueur et la personne derrière, elle fait 1 tiers de fin. Parce que oui, j'allais plus vite, mais c'est quand même plus simple quand vous êtes à la fin. D'où le fait que je me mettais à la fin. Et oui, j'avais vraiment du gaz. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'en ai profité sur le 4e atelier, du coup. Il y a aussi un autre point, c'est que, alors là, je parle vraiment pour les hommes qui sont en open. Le poids du sled vous permet de rester vraiment statique et juste de faire extension de hanche, flexion des bras. En pro-homme, ça va devenir très compliqué. Donc, on va plutôt venir garder les bras tendus et reculer en marche arrière. On a fait un vlog sur le sujet, je vous invite à le regarder. C'est pour ça que, par exemple, la notion de pénalité ne va pas être la même si vous êtes en open que si vous êtes en pro. Parce qu'en open, encore une fois, le fait de pouvoir garder les pieds complètement statiques, ça limite énormément le risque de prendre une pénalité. Là, ce serait vraiment de la super inattention. Alors que comme vous allez marcher en reculant en catégorie pro, évidemment, là, la moindre inattention vous fait vous pénaliser. Là, oui, dis-moi. Ouais, il y a encore autre chose que je voulais dire. Du coup, quand vous faites cette technique-là, placez correctement votre corde. Quand vous tirez votre corde, le problème, c'est que vous, justement, vous reculez au niveau des pas. Contrairement à quand en open, vous restez statique. Et vous pouvez facilement vous casser la gueule. Ça arrive à tout le monde, vous avez tous vu des vidéos là-dessus. Ça arrive à chaque fois. Donc, essayez quand vous tirez, vous mettre d'accord. Vous la mettez soit à gauche, soit à droite. Mais le rectangle est plutôt déjà fin. Donc, si vous commencez à mettre ça au milieu, celui qui passe derrière, Ouais, clairement. ça va être l'enfer. C'est compliqué. Ensuite, on repart courir. Donc là, pareil, c'est le moment où je me dis quand est-ce que ça va se relâcher. On galope, on tient le pacing, T'avais un peu nickel. plus de mal à ce moment-là. Je te Ah. dis accroche-toi, je vais faire les barres. Ouais. Là, je commençais à être un peu dans le genre, mais c'était avec le recul, je m'aperçois que c'était surtout de la crainte en fait par rapport à ce jambier. De là, on arrive aux burpees et là, donc, on a Jeannot Lapin en action qui, je me dis bon, le mec va jamais s'arrêter. Il part, twing. Il me fait les 40 mètres, puis il me fait ce serait bien que tu y ailles. Je dis bon, d'accord, ok, j'en fais quelques-unes, approximativement la moitié de la longueur. Il termine. Bon, là, je repars de là, je suis neuf. Parce qu'il m'a offert, je pense, une bonne minute de récup archi complète. Donc, pareil, hein, comme mon entraînement en course à pied, c'était un entraînement longue durée avec un pacing normal et un entraînement de fractionné qui a pour but de vous apprendre à récupérer assez vite. Là, la minute 30 qu'il m'a offert a fait que je suis reparti, j'étais complètement neuf. On part courir. Et c'est là, je fais une petite aparté, mais vous devez, si vous êtes mieux que votre partenaire, si vous visez un temps le plus optimal possible, prendre le lead quand vous devez prendre le lead. Il y a plein de personnes qui veulent à tout prix couper en deux et qui n'ont pas confiance en elles, souvent des femmes, on a des idées en tête. Si vous êtes mieux, prenez-en un peu plus. Je ne vous dis pas de faire une longueur complète,
vous êtes mieux que votre partenaire, et ben, au lieu de couper en deux, vous faites peut-être 2 tiers de la longueur ou juste un peu plus de la moitié. Donc derrière, on repart courir. Là, on arrive rameur, je commence à ramer. Comme je vous expliquais, mon objectif, c'est juste de garder mon pacing, de jamais passer en lactique. Donc je rame aux alentours des 1,47, 1,50. Derrière, quand il monte sur le rameur, j'en profite. Et c'est vrai que dans la vidéo, on me voit un peu à genoux. J'essaye d'étirer absolument ma cheville pour essayer de relâcher ce jambier qui finira par ne jamais se relâcher. Toi, tu es un peu plus fort de ce que j'ai compris? Ouais, j'étais à 1,35. Et l'erreur que j'ai fait, contrairement au ski, c'est que je suis resté à 1,35 au deuxième, tout ça en parlant, comme vous avez pu voir sur le deuxième, le vlog d'avant. Donc là, pour le coup, à la sortie du rameur, c'était un peu plus dur en termes de cardio. Le rameur, par contre, ça sert à rien de se mettre à un dumper trop bas comme au ski. C'est pas le même ergo. N'hésitez pas à vous mettre à 6 ou 7. Encore une fois, ça dépend beaucoup de votre taille, de votre force et tout. Mais globalement, nous, on était à 7, je crois. Et au ski, on était à 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Donc on était là, c'était beaucoup mieux. Et du même principe que le ski, vos bras, vous n'en servez pas beaucoup. Donc vous pouvez vous mettre un gros tirage avec les bras, même si ce n'est pas comme ça qu'on rame. Vous pouvez accentuer ce travail avec deux bras, parce que globalement, dans l'aérox, les bras, ils travaillent quand même nettement moins. Derrière, on repart courir. On arrive au farmer carry. Là, je me rends compte que, en fait, le fait de me déporter sur l'avant avec les 2 KB, ça fait que je suis obligé de relever mon pied. Et donc, j'ai de nouveau mon jambier qui me gonfle largement. Donc, il fallait faire 2 tours, en fait. Donc, je fais un demi-tour. Je passe les KB à Nico et je lui dis, si tu veux en faire un peu plus, moi, c'est pas que je peux pas. C'est juste que mon jambier me ralentit un peu. Nico me dit non, ça sert à rien, moi je ferai plus de fentes, donc je veux en garder encore un peu. Ouais, donc pas de souci, on divise à 2. En fait, je savais qu'il y avait 2 ateliers où je serais plus à l'aise parce que toi tu l'es moins, c'est les burpees et les fentes. Donc je t'ai préparé à ça. Et les farmer carry, le truc c'est que des fois vous allez perdre 10 secondes à ralentir, à courir un peu moins vite, à trottiner ou à marcher au lieu de trottiner. Et en fait 10 secondes en termes de classement sur l'atelier, vous allez perdre beaucoup de place. Mais concrètement, mais au classement général, pas du tout. Sur l'Aerox, vous n'allez rien perdre. Et donc, je me suis dit, autant qu'il force un peu, qu'il continue à oui, parce qu'il avait juste ralenti un petit peu, en fait. Rien de c'est juste que je ne pouvais pas voler comme j'ai l'habitude de faire. Derrière, les fentes, donc là, on repart courir, pardon. De là, les fentes, donc là, il fait ce qu'il avait prévu, il en fait un peu plus. Bon, moi, finalement, les fentes, ça n'a jamais été un point faible. Ça a même d'abord été un point fort. Et c'est juste que, encore une fois, j'avais peur que ça m'impacte plus au vu de mon niveau de récupération de ces derniers jours et que ça me mette dedans pour les wall balls. Donc il en a fait un peu plus, ça s'est très très bien passé. Il commence, je fais la partie du milieu, il termine. On fait une transition là, comme on enseigne avec la tête entre les omoplates du partenaire, ce qui permet d'aller très très vite. Ouais. Et donc là, il termine. Ouais, moi, je vois où est-ce qu'il doit aller ranger le sac, là, donc je me mets un petit peu plus loin. Ouais, parce que déjà, sur les fentes, faites gaffe de bien terminer votre extension et de bien dépasser la ligne. Le pied sur la ligne, c'est pas bon. Vous devez dépasser la ligne. Et quand vous faites votre premier en pro, ils sont assez exigeants là-dessus. En open, des fois, ils le sont un peu moins. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas au niveau d'Aerox. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression sur les 3 Aerox que j'ai fait. Et oui, en fait, quand je sors des fentes, le out pour partir courir était en face. Donc Guillaume, il commence déjà à partir et moi, je vais à droite poser le sandbag. Du coup, je pose le sandbag, je me retourne, je vois il a 30 mètres d'avance, il est déjà en train de courir, je fais ouf. Non, j'étais tranquille. Ouais, non, franchement, là c'était là ce run-là, où là, c'était vraiment dur. J'ai l'impression d'avoir couru en 4,15 alors qu'en fait, j'étais juste en survie à 4,45. Et là, on court comme des balles, on arrive au wall ball. Moi, je sais que là, ça va rentrer si on ne fait pas de no rep, donc je me concentre. Ouais, parce qu'on arrive, il est à peu près à 1h02, un petit peu avant. Je fais mes 30. Je fais mes 30. Mon but, c'est de terminer les wall balls. Donc, je lui passe le ballon, enfin, je le laisse prendre la place, pardon. Donc, je pose le ballon, il récupère le ballon, il envoie sa série et je lui dis, mec, suicide-toi parce que de toute façon, je vais terminer peu importe le nombre que tu m'en laisses. Donc, tu n'y reviendras pas. L'Irox est terminé sur ton dernier wall ball. Donc, comme j'ai confiance en Nico et que je connais son fighting spirit des compétitions de CrossFit, je sais que là, il va vraiment se tuer. Donc, ça loupe pas. Hein. Il nous fait 30 superbes wall balls très propres. Et puis après, vous verrez sur Insta, il nous fait son wall ball dab. D'ailleurs, soutenez-le, donnez-lui la visibilité qu'il mérite et allez partager ce réel. Et donc, il en fait 46 unbroken, ce qui est dans l'état de ses jambes après les fentes, le run et toutes les preuves, c'est propre. À la base, j'étais parti pour 30. Et ouais, tu me dis, suicide-toi, je finirai. Du coup, je me dis, vas-y, je pousse à 70. Donc, j'en fais 40. Arrive à 70, je me dis, je peux encore. Et c'est là où mes bras, je sais pas ce que je fais. En fait, il faut savoir que quand on fait des trucs comme ça, sur même d'autres mouvements,
c'est pas calculé, c'est pas Le corps, entraîné. le corps ne répond plus. Bon, il n'y a pas de vidéo de face, et heureusement pour moi, mais Ah, je parce devais que pour lui, tirer. J'étais oxy complet avec les fentes que j'avais fait avant. Et donc, je ce que j'avais donné. je récupère, je finis, on part en courant, une 0,4-23 ou 24. Voilà, je sais délivrance plus. quand on voit le temps. Ouais, on est content parce que, comme je vous expliquais, on n'est pas des coureurs de base. Hein, et pour nous, là, il y a 35 minutes de run sur une épreuve de 1h04. Il y a 8 ateliers, mais qui sont en réalité relativement anecdotiques, puisque de moyenne, ça fait 30 minutes passées sur 8 ateliers, ça fait quand même pas beaucoup de minutes par atelier. Et du coup, au niveau des wall balls, si on peut vous donner 2-3 tips, déjà d'un point de vue temps gagné, que vous soyez en open, en pro, en mix, peu importe, essayez de faire des séries les plus longues possibles. Parce que la transition est longue, contrairement à un sandbag lunge, ça va plutôt vite, un burpee, ça va vite la transition. Là, la transition est longue. En plus, après ça, vous savez que c'est terminé, il vous reste 10 mètres à faire pour sauter et faire votre photo finish. Donc, suicidez-vous. Faites votre plus grosse série possible. Derrière, vous savez que vous avez pas mal de temps de repos parce que le partenaire il va faire pareil pour faire une grosse série. Et donc, si vous arrivez à faire une seule série par personne pour ensuite tourner, c'est quand même vraiment mieux. Nous, du coup, moi j'ai fait une seule série, lui 2, mais ça gagne du temps. Et d'un point de vue optimisation, dernier truc, là, ça nécessite d'être plutôt fort. Mais si vous voulez gagner du temps et gratter encore les secondes que vous pouvez gratter, c'est réceptionner la balle en bas du squat. Encore une fois, quand je l'avais fait avec Orlan, on avait fait premier à cet atelier-là au wall ball au Grand Palais, c'était en open. Mais en fait, c'est tellement facile pour lui, la balle du coup c'était 6 kg, qu'il réceptionnait. Il était déjà non pas debout, mais en bas du squat. Il n'avait plus qu'à remonter. Donc c'est que la phase concentrique qu'il fait. Ça demande plus de tonicité et plus de force, mais du coup en termes de gain de temps, c'est assez stratosphérique. Vous n'aurez pas l'élasticité que vous donne la phase excentrique dans le renvoi, donc c'est plus taxant musculairement. Par contre, pour cycler, ça va beaucoup plus vite. L'autre point aussi, moi je vois beaucoup, c'est les gens qui gardent les bras là. Ouais. Il faut que vous appreniez à lancer, relâcher, lancer, relâcher, lancer, relâcher. Et ça s'entraîne. Comme la c'est tectonique. quelque chose qui va très très vite. Mais par contre, je vous conseille de vous entraîner parce que toute votre série, les bras au-dessus des épaules, c'est mauvais bail. Autre point, apprenez à bien casser vos parallèles pour une raison très simple. Il y a l'aspect rep, no rep. Ça, c'est un fait. C'est important. Ils sont plus indulgents en open qu'en pro, même si on a vu quelques dingueries. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause la qualité de l'événement. Moi, c'est plutôt sur le côté santé. C'est-à-dire que vous êtes déjà à 98% de la population lombalgique. Il y a un ballon qui vole, qui atterrit. Donc, ce n'est plus une masse, c'est une énergie. C'est une inertie. Et si vous n'avez pas la mobilité complète dans votre squat, en fait, votre mouvement, votre buste, il va récupérer la balle, il va faire ça. Bam, bam. Donc, vous avez beaucoup taxé les muscles de la partie lombaire et ce n'est pas du tout quelque chose qui est intéressant en termes de santé, sachant qu'en général, ils sont déjà beaucoup trop sollicités par rapport à vos masses fessiers et vos ischios. Donc, apprenez à développer votre mobilité. Ça améliorera aussi l'efficience de vos fentes, puisque la plupart du temps, vous galérez en fente parce que vos hanches et votre bassin sont totalement fermés. Donc, comme on est moins sollicité en mobilité en Irox qu'en CrossFit, la mobilité, ce n'est pas quelque chose qui est super mis en avant en Irox. Pourtant, ça peut considérablement améliorer votre santé et vos performances. Ouais. Débrief. Pardon. Oui. Mais oui, s'il vous plaît, cassez votre parallèle. Même en termes de standards pour vous, en fait. C'est juste des standards à vous imposer, on parle souvent de ça. Soyez plus exigeant avec vous-même, c'est important. Débrief général, l'Irox, c'est de la course à pied. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories de gens. Ceux qui courent les tours en 5,30, ceux qui les courent en 5, ceux qui les courent en 4,45, ceux qui les courent en 4,15 et ceux qui les courent en 3,45. Ouais, il y en a, c'est des ceux qui les courent. Donc déjà, gros big up à tous les gonzes qui arrivent à faire ça en moins d'une heure. C'est évidemment notre prochain objectif. On ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de prépa et qu'est-ce qu'on allait en tirer comme résultat. Là, clairement, le sub 1 heure est quelque chose qui devient objectivement faisable avec 6 mois de préparation. Donc, c'est vers là qu'on se penche. Et félicitations à tous les gens qui arrivent à faire des sub 1 heure, des sub 57, 56, 55. Vous êtes extrêmement inspirant. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui jalouse ou qui va chercher toujours la petite bête. Moi, je considère que les performances, c'est le résultat d'un travail qui a été fourni, d'un investissement de temps et d'énergie. Donc, un grand bravo
À vous. On a eu un commentaire d'ailleurs sur lequel je voudrais rebondir sur la page Insta qui nous dit « Ouais, quand on voit des performances comme vous faites, moi qui reprends le sport, je trouve ça presque décourageant. » Ça n'a aucun sens puisque en fait, ça voudrait dire que cette personne qui dit reprendre le sport, donc ça veut dire que ça fait quand même une grande période qu'elle n'en a pas fait, espérerait avoir notre niveau de performance sans avoir fourni le travail que nous avons fourni. Ça n'a aucun sens. Donc essayez en termes de santé mentale de ne pas vous créer des frustrations issues de nulle part, ça n'a aucun intérêt. Soyez inspirés par les gens qui ont voué leur vie à l'entraînement et n'en ressentez pas de comparaison. C'est complètement idiot. Je me souviens aussi d'un post qui était sur la page El Sabre à l'époque où on voyait Sarah Sigmundotir snatcher 93. Il y avait une meuf de 55 balais en surpoids qui commente « Ah ouais, alors moi avec mon snatch à 25, quand je vois ça, je suis déprimé. » Enfin, Sarah Sigmundotir, c'est quelqu'un qui a voué sa vie à l'entraînement, qui a sacrifié toute sa vie autour de ça et même un petit peu sa santé dernièrement. Si vous avez 55 ans et que vous avez commencé à vous entraîner la semaine dernière, à quel moment vous pouvez ressentir une frustration de par le niveau de performance de quelqu'un qui a voué sa vie à l'entraînement ces 20 dernières années? C'est stupide. Ne soyez pas ce type de personne. L'autre point, c'est que je vais vous expliquer de manière très succincte comment vous pouvez améliorer votre course à pied. Si vous êtes débutant, il vous faut une sortie longue par semaine et une sortie fractionnée tous les 15 jours. Après, qu'est-ce que le fractionné? On fera sûrement du contenu là-dessus. Rejoignez nos programmations. L'affaire, elle est bâclée. Si vous êtes intermédiaire, et c'est plutôt la catégorie dans laquelle moi je vais me placer, et où je placerai aussi Nico, c'est que à ce moment-là, vous pouvez envoyer une sortie longue par semaine et une sortie fractionnée par semaine. Alors encore une fois, fractionnée, on va alterner entre de la puissance anaérobie à lactique sur la semaine 1 et de la capacité lactique sur la semaine 2. Ce sera beaucoup plus intéressant que de faire tout le temps de la puissance anaérobie ou de la capacité anaérobie chaque semaine. Ça permet de varier aussi les allures. C'est quelque chose de très pertinent. Est-ce que ça vaut la peine de faire plus? J'ai un très gros doute. C'est surtout intéressant de faire ça sur de la longue durée. Vous faites ça sur 3 semaines, vous aurez un résultat. Sur 3 mois, vous aurez un résultat. Ah oui. Vous faites ça sur 1 an, vous aurez un autre résultat. Ensuite, pour les gens qui sont d'un niveau avancé, je ne me prononcerai pas sur le niveau avancé parce que sur le niveau avancé, il y a une grosse part de rituel, il y a une grosse part de sensation, il y a une grosse part de gris-gris. Et donc, il y a des gens qui vont vous expliquer qu'ils se tapent 40 bornes par semaine et qu'ils aiment bien courir un peu tous les jours pour leurs sensations. L'Irox, au maximum, ça fait 8 bornes et on va jusqu'à 9 avec les passages dans les rock zones. Donc, est-ce que j'ai besoin de m'envoyer 40 km par semaine, voire de me faire des prépas d'ultra trail pour devenir performant sur un Irox qui va me durer 8 bornes? Absolument pas du tout. Encore une fois, sur le spectre de la performance, on a les exercices extrêmement brutaux et courts, force max, haltérophilie, où on est de l'ordre de la seconde avec un déploiement de puissance gigantesque. Et à l'extrême opposé, on a l'ultra trail. Et l'Irox est intéressant pour la préparation physique généralisée parce qu'on est exactement au milieu de ce spectre. Donc, ne soyez pas débiles et n'essayez pas de dupliquer, vous qui êtes débutant ou intermédiaire, des programmations d'entraînement de gens qui sont à des niveaux extrêmement avancés. Je ne considère pas du tout que ça soit intéressant. Et encore une fois, il y a une grosse part d'individualisation dans l'entraînement des niveaux avancés. Et donc, il faut aussi, quand on est à un niveau avancé, prendre en compte tout ce qui est psychologique, tout ce qui est sensation de l'individu. Vous êtes débutant ou intermédiaire. En gros, qu'est-ce que je considère débutant ou intermédiaire? C'est simple, vous ne courez pas les tours d'Irox en dessous des 4 minutes au kilomètre. Et ne me parlez pas de 4 minutes dans le tableau où on voit vos temps intermédiaires entre les ateliers, parce que ça ne fait pas 1 kilomètre, d'accord? Ça fait aux alentours des 825 à 900 mètres. Moi, je vous parle sur la montre. Donc, tant que vous n'êtes pas en dessous des 4 minutes au kilomètre, je ne pense pas que vous ayez un niveau confirmé en course à pied. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez rester sur des bases débutant, une sortie longue tous les 15 jours fractionnée. En gros, capacité tous les 15 jours, puissance. Intermédiaire, chaque semaine, ma capacité longue durée et mon travail de puissance.
mais j'alterne ce travail de puissance. Encore une fois, ce que j'appelle la puissance dans la partie anaérobique va ressembler à… en fait, le spectre entre la puissance et la capacité, quand on est dans l'anaérobie lactique et l'anaérobie lactique, c'est quand même très très proche en termes de secondes. Donc renseignez-vous bien, et le meilleur moyen de ne pas faire d'erreur, c'est simplement de faire appel à un coach. C'est un métier et vous verrez que c'est des problèmes qui ne sont pas super compliqués, mais un coach vous fera ça quand même bien mieux. Donc voilà, courir. Un autre point sur lequel on n'insiste pas, c'est si vous êtes issu du CrossFit, il vous faut des chaussures pour courir. Vous ne pouvez pas vous envoyer des gros volumes de course à pied avec des Metcon ou des Nano. Ouais. Ça, c'est une très grosse erreur. Et un autre point, nous, en prévention des blessures, on invite les gens à courir à 180 appuis minutes minimum. Alors, les zététiciens vont dire non, ça ne sert à rien parce qu'il y a plein de gens qui courent avec des foulées à une fréquence inférieure et qui ne se pètent pas. Je suis entièrement d'accord, mais par contre, 100% des gens qui sont pétés en course à pied, quand je les mets sur mon Air Runner et que je teste leur foulée, ce sont des gens qui courent en dessous de 180. Donc, se mettre à 180 appuis minutes quand on est débutant ou intermédiaire, ça n'a que des bénéfices et ça va prévenir l'apparition de blessures. Est-ce que parce que certaines personnes peuvent ne pas le faire et ne se blessent pas, c'est un argument? Non. Moi, mon objectif chez We Are Athletics, c'est de créer des méthodes et des doctrines qui permettent que personne ne se blesse. Donc, si vous avez une foulée de pachyderme, que vous êtes pourquoi pas un petit peu en surpoids, métronome, je vous invite à rejoindre nos programmations PPG Running avec la première partie où on apprend à se créer une vraie foulée de manière progressive. On respecte le temps de mise en tension des tendons pour éviter l'apparition des tendinopathies, etc., etc. Et derrière, une fois que vous êtes prêt, on passe à la phase secondaire et là, on peut rentrer dans du volume d'entraînement, d'accord? Mais ça aussi, c'est une donnée qui, à mon sens, est très importante puisque comme si cette activité vous plaît, vous allez augmenter le volume, sachant qu'en plus, à cette période de l'année, on rentre dans l'hiver, les défenses immunitaires, elles sont pas ouf, les températures extérieures, elles sont pas ouf, la luminosité, elle est pas ouf. Derrière, vous allez aussi, pourquoi pas, aller courir dans le froid en vous échauffant un peu moins. Donc, clairement, le risque de blessure et l'apparition des troubles musculo-squelettiques est beaucoup plus important. Donc, respecter une bonne foulée, c'est quelque chose de nécessaire. Encore une fois, il y a plein de gens qui font du deadlift dos rond et qui ne se blessent pas le dos, mais il y a quand même statistiquement moins de chances de se blesser en soulevant une barre lourde en étant bien placé. D'accord? Donc, qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut pas le plus. Apprenez à réfléchir dans le bon sens. Ouais, mais voilà, l'Aerox, ça reste de la course à pied. C'est une épreuve de course à pied et je le dis tout le temps aux clients qui me demandent des conseils au niveau de l'Aerox parce qu'ils préparent un Aerox. Si vous n'en avez jamais fait, on ne peut pas programmer des séances de 10 km de course à pied en cours du jour. C'est très bien de se préparer aux ateliers, mais tous ceux qui sont un peu plus spécifiques, comme la plupart d'entre vous qui nous regardez, type CrossFit, vous devez courir, courir, courir. On peut en parler d'ailleurs, on s'est préparé depuis début juillet à peu près, on s'entraîne à courir. On n'a jamais couru aussi vite tous les deux, ça reste notre pire classement. On a fait mieux dans tout le reste. On a même fait une 4e place au wall ball, 5e au burpees, on fait des scores corrects. On est 139e à la course à pied. Ah ouais. Ça reste une épreuve de running, il ne faut pas se mentir. Et d'ailleurs, moi, j'ai félicité tous les gonzes qui avaient fait des super scores. Et le premier truc qu'ils me disent, c'est « j'en ai croisé à l'aéroport ». Non mais Guillaume, je t'arrête de suite, on est des coureurs. Sous-entendu, gros, on te suit sur Insta, on sait ce que tu es capable de faire à côté et nous, on ne l'est pas. Et nous, c'est vraiment notre spé. Donc même les gens qui sont à très bon niveau sont parfaitement humbles sur l'aspect que ça reste un truc de coureur. Eux, c'est plus le sled. Mais eux, c'est plus la force en l'occurrence. Ouais. Souvent, c'est les coureurs, souvent, c'est le sled qui les limite, quoi. Même les wall ball aussi. Les wall ball font un peu peur à la fin. D'ailleurs, j'ai mis en avant les gens qui faisaient des scores énormes, mais on a eu la discussion aussi avec Nico. Ce week-end, passer à vos côtés, vous voir vous dépasser, en réalité, je félicite aussi tous les gens qui sont en surpoids et qui ont participé à l'épreuve. Tous les gens qui ont emmené quelqu'un qui ne se sentait pas capable et qui se sont inscrits avec pour le faire en duo et le motiver. Ça reste une super fête du sport. On a des go muscu, on a des crossfitters, on a des athlètes hybrides. Tout le monde réuni pour faire exactement la même chose. L'ambiance est incroyable. Nous, à chaque fois qu'on y va, on passe la journée à prendre des photos, à échanger avec des gens. Moi, j'ai des discussions incroyables et j'ai été rempli de super bonnes
vibration là-bas. C'est d'ailleurs quelque chose qui tranche beaucoup avec les réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a toujours un mec derrière son téléphone qui va mettre un commentaire de merde, alors que quand on est en présence des gens, c'est full, bonne énergie. C'est incroyable. Moi, je le vis à chaque fois que je viens faire un Irox, mais là, encore une fois, à Bordeaux, c'était quelque chose d'assez phénoménal. Donc, je vous remercie parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est ma première motivation pour participer à ce type d'événement, c'est vous rencontrer. Au passage, par les vidéos, les vlogs, etc., qu'on en ressort, c'est aussi vous motiver. Et ça reste pour moi, l'Irox actuellement, le meilleur point de rencontre de tous les gens qui sont passionnés par le fitness. Et donc je vous invite, soit si vous l'avez fait, à en refaire. Et bien évidemment, si vous posez des questions, est-ce que vous devriez le faire? Pour rappel, on a des gens à la salle qui l'ont fait en boitant et qui ont mis 2h20. Donc, vous ne pouvez pas m'expliquer que vous n'avez pas le niveau pour le faire en fait. Venez vivre l'expérience, ça sera quelque chose que vous trouverez sûr formidable. Il y en a qui m'ont dit j'ai peur de le faire parce que je vais être ridicule et tout. Si vous faites un Irox, vous êtes déjà plus fort que plein de gens. La plupart des gens, ils ne sont pas capables de faire l'Irox. Courir, même si c'est en marchant à des moments. Alors j'ai envie de te dire, ils ne sont pas capables déjà dans leur tête, parce que la vérité, c'est qu'ils sont tous capables de le faire, mais c'est un truc qui est très transposable au développement personnel. Entre ce que je suis capable de faire et ce que je pense être capable de faire, il y a un monde. Nous, à l'époque, on a eu Dorsaf qui l'a fait en plus de 2 heures et quelques en boitant parce qu'elle a un problème de cheville. J'ai un énorme respect, et j'ai plus de respect pour elle qui a mis 2 heures et des brouettes à le faire que pour les gens qui me disent, alors qu'ils ont leurs 2 pieds, leurs 2 jambes et leur système cardio-pulmonaire qui va très bien, et qui me disent « Ah non, je ne peux pas faire ça, je vais être ridicule ». Ces gens-là sont beaucoup plus ridicules, simplement parce qu'ils ne s'inscrivent pas, parce qu'ils se mettent des croyances limitantes. Vous voulez vous préparer, inscrivez-vous en Irox. Et vous allez voir, votre préparation elle sera beaucoup plus assidue d'un coup. D'un coup, vous allez être plus motivé. D'un coup, vous allez faire attention à ce que vous mangez. D'un coup, vous allez mieux dormir. Et d'un coup, vous allez réfléchir à comment optimiser vos résultats. Vous allez parler au coach pour faire mieux. Inscrivez-vous et les choses feront le taf comme ça. On en a discuté. Le fait de s'inscrire à une épreuve, 3-4 mois avant, vous vous prenez beaucoup plus au sérieux. Vous allez faire le footing qu'il faut. Vous allez éviter l'alcool quand vous pourrez le faire, etc. Vous allez dormir l'heure de plus quand vous avez l'occasion de le faire, etc. Et derrière, ce pic de bonnes émotions fait que vous allez faire exactement pareil les mois qui suivent, puisque tout de suite, en ayant vécu cette expérience, vous voudrez la revivre et de manière encore plus intense avec un meilleur score la fois d'après. Donc c'est un très bon moyen de garder la motivation à l'année. S'inscrire à un Irox, s'inscrire à une compétition, on a déjà fait un vlog sur le sujet que je vous invite à aller voir, mais la compétition, au-delà du jour même, modifie plusieurs mois d'entraînement. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie d'entraînement? Eh bien, c'est qu'une succession de mois et de mois qui font ensuite des années. Donc, le fait de se mettre à l'épreuve, le fait de s'inscrire est un énorme booster de performance et de motivation, que ça soit avant l'épreuve ou après l'épreuve. Donc, encore une fois, cheatez votre cerveau. Moi, clairement, si on ne s'était pas inscrit à ce truc-là, je ne me serais jamais mis à courir. Jamais. Donc, j'ai regagné énormément de conditions physiques et de discipline. Il y a des fois, j'ai fini des stages à 19h, je prenais mes baskets et j'allais me taper le footing le dimanche soir, la nuit. Pourquoi? Parce que je m'étais engagé auprès de Nico, je m'étais engagé auprès de moi-même. Et en fait, la vie, on n'a rien à foutre que je sorte d'un week-end de séminaire. Donc, je le faisais. Vous voyez, si je n'étais pas inscrit, je ne l'aurais pas fait. C'était facile en août, c'était plutôt facile en septembre. Là, en novembre, il fallait un peu plus se motiver, quoi. Et puis, c'est une expérience à vivre. L'Irox, oui, c'est cher, oui, il y a des sympas. Mais au-delà de ça, c'est quand même un show, c'est rempli de monde. Dans le sas d'entrée, avant le départ, pour ceux qui l'ont fait, vous savez l'ambiance qu'il y a et dans quelles conditions de stress, entre guillemets, ils vous mettent. L'engouement qu'il y a autour, c'est un truc à vivre. Si vous êtes 2, c'est quand même un régal. Solo, j'ai jamais fait, je peux en parler, mais c'est quand même sûrement rien à voir vu que vous partagez ça avec vous-même. Mais oui, à 2, en plus, à 2, même si le sled il est lourd, il va avancer. Il va avancer. Faites-vous plaisir. En plus, le format des épreuves en open ou en pro vous permet de choisir un petit peu la difficulté en termes de force. Ça a été très bien ficelé, c'est très bien fait. Je répète, moi, je n'ai pas d'action chez Irox. Je paye mon affiliation pour ma salle comme tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas de placement de produit. Mais clairement, moi qui essaye de motiver la population française à se remettre en forme, je ne peux qu'affirmer qu'il n'y a pas de meilleur événement pour motiver les troupes du pays, là, actuellement, à se dépasser un petit peu. Il y a aussi eu des questions. Pendant quelques mois, on nous demandait comment on faisait pour rejoindre notre prog hybride, ne serait-ce que pour quelques mois. Donc c'est vrai qu'on avait cyclé notre programmation sur 1 an. Suite à vos demandes, on l'a cyclé en 4 blocs de 3 mois. Donc si vous voulez rejoindre nos rangs
pour préparer vos futures épreuves. Vous allez sur notre site internet et vous pouvez enfin vous inscrire à nos blocs pour une période de 3 mois. Donc, vous rejoignez l'équipe. Nico et moi, on va faire exactement pareil et on va se préparer. On espère avoir des places pour Grand Palais, on verra bien. Là, le en dessous d'une heure est totalement accessible. Si pendant 6 mois, on arrive à se préparer correctement, pour moi, c'est l'équivalent actuellement en 2025 en CrossFit du snatch à 120. C'est l'équivalent du snatch à 100 en 2017. Nico va vous dire non, pas du tout, c'est l'équivalent du snatch à 100 parce que moi, j'ai galéré à snatcher 100. C'est normal, on ne fait pas le même poids, on n'a pas le même rapport poids-puissance. C'est totalement normal. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, donc c'est quelque chose qu'on va faire et ça rentre encore une fois dans ce que je vous expliquais. On y allait avec un objectif qu'on a pu mesurer, on a regardé la difficulté que ça représentait, qu'est-ce qu'on fait en sortant? Ok, on va se préparer d'une autre manière, on va faire les choses différemment et on va faire un peu mieux. Et encore une fois, c'est ce push-là que j'espère que ce vlog et que cette participation va vous donner. N'hésitez pas à aller partager les réels de Nico pour lui donner la visibilité qu'il mérite avec ses wall ball dab. On compte sur vous pour faire percer cette vidéo. Vous retrouverez le lien dans la description. Un énorme merci à tous les gens qui nous ont encouragés, félicités, qui sont venus nous checker, qui sont venus nous demander des stickers pendant tout le long de l'Irox Bordeaux, que ce soit vendredi ou samedi. Ça nous régale. Vous êtes la première motivation pour laquelle je participe à ces compétitions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que des super vibrations à chaque fois. Ça me reconnecte vachement au réel et au bien qu'on peut vous apporter. Donc c'est magnifique. Il y a même des mecs qui couraient en pro et sur la fast lane parce qu'ils étaient partis après moi, ils me tapaient sur l'épaule, ils me disaient « Et au fait, super ce que tu fais, continue, on a besoin de toi. » Et après, ils partaient et moi, j'étais en train de courir. Je me disais « Le mec s'est quand même arrêté à mon niveau pour me taper sur l'épaule et me féliciter parce que je le régale. » Voilà, moi, c'est vraiment des moments que j'oublierai jamais, en toute honnêteté, parce que c'est vraiment le sens de ma vie et tous les sacrifices que je fais, c'est pour vivre ces trucs-là. Donc, un merci sincère. Nous avons passé les 30K sur YouTube et ça, c'est grâce à vous. On est en train de rattraper la concurrence. Donc, vous continuez à liker, à partager. Tu balances cette vidéo à tous les gens de ta salle qui se caguent de faire un Irox. Tu les obliges et tu les sermonnes pour qu'ils s'abonnent à la page YouTube et qu'ils nous suivent sur les réseaux. Guillaume-Watt, Nico-Watt. Comme nous sommes en guerre actuellement avec les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à aller suivre ma page @lefitdissident qui vous permettra qu'on reste en contact le jour où mon Instagram va sauter pour la 12e fois. On vous aime. Bye bye. Bye bye.